Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Dragon Mag après 2 semaines d'absence. Et durant ce laps de temps, il s'est passé un tout petit truc, un exploit juste colossal, une victoire 28-24 sur le parquet de Győr, le quintuple champion d'Europe. Pour en parler, notre invité du jour, et quel plaisir de la recevoir, c'est Julie Leblévec. Salut Julie. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Alors tu es un petit peu blessée, on va le dire, tu as une fracture du pied, malheureusement tu vas être absente 1 mois, c'est bien ça ? Oui, une petite fracture de fatigue et voilà, c'est ça. Après. Que tu as eu notamment lors du match à Celles-sur-Belle ? Oui, c'était sur la semaine où on est parti en déplacement et puis j'ai vu Thierry lundi, on a vu que c'était ça et puis voilà, maintenant au travail pour revenir le plus vite possible. On te le souhaite en tout cas. À tes côtés, Thomas Lavaux pour France Bleu. Salut Thomas. Bonjour tout le monde. Et puis en face, Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Salut Rémi. Salut à tous. Et puis à ses côtés, non, ce n'est pas l'expert comptable de Metz Handball, c'est bien Mathieu Anquinet pour Moselle TV. Salut Mathieu. Les chiffres sont excellents. Metz Handball met plus de buts que ses adversaires, donc tout va bien, les chiffres sont parfaits. Au niveau financier, tout va bien aussi ? Oui, tout va toujours très bien. On va commencer tout de suite cette émission, en tout cas, en revenant évidemment sur cet exploit donc à Győr. C'est la première mi-temps. Avant de donner la parole à Julie, messieurs, soyez honnêtes. Qui voyait une victoire de Metz Handball la semaine dernière à Győr ? Pas de réponse. Je suis pas connu pour être le plus optimiste, donc bon, une victoire à Győr, j'ai du mal à l'envisager, mais on la prend. Hein. Toi qui connais le club depuis très longtemps, ça fait partie quand même des plafonds de verre que Metz Handball n'arrivait pas à briser. Et là, c'est le cas, bah oui, et c'est pas vrai. à domicile, à l'extérieur. Bah, il y a différents plafonds de verre, tu l'as dit, il y avait le plafond de verre de Bad Degro, parce que longtemps c'était un petit peu ça. Metz Handball l'a fait, alors ça c'était il y a 5-6 ans déjà, avec la fameuse série de plusieurs années d'invincibilité aux arènes. Il y a eu le plafond de verre d'aller battre Degro à l'extérieur, il a fallu le faire pour aller jouer des Final Four, et il y a le plafond de verre de faire tomber Győr. Voilà. Ça avait été déjà fait aux arènes de Metz, mais là ça a été fait dans les grandes largeurs en plus. Et il y a surtout une grosse réponse. C'est la réponse, sans piternelle question à chaque fois, chaque fin de cycle, chaque fois qu'il y a des joueuses qui partent. Est-ce que le Metz Handball de l'année d'après est prêt à faire au moins aussi bien que l'année d'avant ? Bah là, on a la réponse. C'est-à-dire que Metz Handball avait su Lisevich, à l'époque, c'était catastrophique qu'elle soit partie. Anna Gross, c'était cataclysmique. Après, les filles du Final Four, Zadie, Flip, Laura Glauser, c'était catastrophique qu'elle soit plus là. On a eu ce petit sentiment-là, on va pas se mentir, cette petite question-là. Il va nous sortir tous les superlatifs. Voilà, non, c'est le dernier. Plus compliqué après. Finalement, ce Metz Handball-là est prêt à jouer dans la cour des très grands. Et c'est une très bonne nouvelle. Julie, toi, qu'est-ce que ça représente de gagner quand même à Győr, quintuple champion d'Europe ? C'est la référence européenne, mondiale. C'est à peu près l'équivalent du Real Madrid en foot. Ça a été difficile à réaliser parce que c'est vrai que quand on arrive pour jouer le match, évidemment qu'on joue comme tous les autres matchs pour gagner, mais on a aussi cette image de l'équipe un petit peu inaccessible qui est Győr. Et je pense que du coup, c'est vraiment à la fin du match qu'on a commencé à réaliser. On ressort les livres pour savoir quand est-ce qu'ils avaient perdu la dernière fois. On se rend compte que c'était assez loin et on prend un petit peu la mesure. Mais je pense que même aujourd'hui, c'est compliqué de réaliser ce que ça représente pour le hand, quoi. Justement, depuis quand Győr n'avait-il pas perdu à domicile en Ligue des Champions ? Si je dis pas de bêtises, 2015. Ouais, et je crois même que Louise était là. Dans l'équipe en face. Tu donnes un indice, justement. J'allais vous demander si vous saviez l'adversaire qui avait fait tomber Győr en 2015. C'est Louise Burgard. Oui, mais C'est pas elle, que. toute seule. Non, alors je vais avoir du mal à prononcer, c'est le FC Midtjylland, aujourd'hui ICAST Handbold. Thomas Lavaux, qu'est-ce que tu penses de cette victoire, Thomas ? C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, et comme l'a dit Rémi, c'est une victoire juste magnifique, maîtrisée de bout en bout. Gagner à Győr est une chose, surtout quand on se rappelle de la double confrontation de l'année dernière. Aux arènes, on était ressortis frustrés parce que Metz n'avait pas su tenir la distance, avait craqué dans les dernières minutes. Le match là-bas, ça s'était terminé à -9. Gagner est une chose, et gagner en prenant 24 buts, surtout. C'est ça aussi. Limiter Győr dans sa salle. Sur un match de début de poule, mais qui revêtait quand même pas mal d'enjeux, en mettant en place le plan prévu, défensivement notamment. C'est-à-dire que la victoire, elle tombe pas du ciel. La victoire aussi, elle est la conséquence logique d'un plan de jeu qui avait été établi. Et justement, est-ce que c'est la victoire de Manu Mayonade, cette victoire à Győr ? Tactiquement, Metz Handball a pris le dessus sur Győr, parce que la défense resserrée a permis aussi des remontées de balles rapides. Chloé Valentini
Valentini a été trouvé souvent en contre-attaque. Physiquement, Metz a flanché un petit peu, mais l'équipe restait sur 4 matchs et 7000 bornes dans les pattes aussi, sans rentrer à Metz. Mais ça a quand même tenu en fin de match, tactiquement, et puis en termes de confiance aussi, je pense que Metz avait pris le dessus sur Győr. Julie, justement, Thomas, il parle de Chloé Valentini. Alors, c'est à l'autre côté de ton poste, puisqu'elle évolue ailière gauche. Mais c'est vrai qu'elle a été magistrale avec 7 buts sur 8, notamment en contre-attaque. Oui, alors je pense que c'est même pas un gros match qu'elle fait, c'est vraiment un match qui a montré à toutes les jeunes ailières qui veulent arriver au niveau, tellement il est complet, que ce soit en attaque, sur le grand espace et en défense aussi, avec des interceptions, des super bonnes lectures. Et moi, là, pour avoir été un peu là sur le banc à la regarder, c'était vraiment impressionnant. On a l'impression qu'elle volait, qu'elle était presque en transe. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et c'est aussi peut-être ma sensibilité, vu que je joue un peu au même poste, mais j'ai trouvé le match très, très impressionnant de Chloé. Est-ce que finalement, c'est un exemple, Chloé Valentini, peut-être un modèle même? Oui, je pense que toutes les ailières à Metz Handball sont des modèles, en tout cas, parce que chez chacune, il y a des qualités à aller chercher qui sont hyper intéressantes. Donc, c'est vraiment super de pouvoir les côtoyer au quotidien. Et donc, Chloé, en particulier, aussi, qui a beaucoup, beaucoup de qualités. Ouais. C'est vrai que Chloé Valentini, c'est quand même l'ailière vraiment de Metz Handball qui surnage cette saison. Mathieu, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette victoire d'une manière générale à Győr? Elle est précieuse, tu l'as dit, personne ne misait sur cette victoire, tout le monde se disait, Metz Handball fait un bon début de saison, il y a ce nul à Bucarest qui fait qu'on aurait pu penser que Metz Handball était peut-être encore en période d'adaptation, et là elles sont allées chercher une victoire qui est très très précieuse, qui va être importante pour la suite de cette Ligue des Champions, qui positionne l'équipe haut dans le classement. C'est quelque part, c'est un joker qu'elles sont allées chercher. Elles peuvent derrière ça, on va pas dire se permettre une défaite, mais en tout cas avoir moins de pression à venir. On l'a vu la saison passée, Metz Handball semblait être bien installé dans le haut de tableau et puis avait finalement un petit peu glissé et a failli manquer les grands rendez-vous. Et bien ça s'est joué à peu de choses. Et bien en ayant réussi cette victoire-là, et bien ça solidifie l'héritage à venir. Alors c'est vrai, on a parlé tactiquement de ce qu'a produit et demandé Emmanuel Mayonade, parce qu'en face, il y a des joueuses qu'on n'a pas reconnues. C'est vrai, tu le sais très bien, Rémi, d'habitude, Anna Gross, elle nous plante 10 à 15 buts et elle nous fait très mal. Là, à part avoir vu le parquet ou alors les adversaires, on ne l'a pas vu. Pareil pour Estelle Nzeminko. Quand tu joues Anna Gross à Metz Handball, tu commences à 0-12. Tu sais qu'elle te plantera 12 buts et qu'il faut rattraper ces 12 buts-là. Là, finalement, alors elle n'était pas dans son assiette, c'est très rare. Mais c'est aussi parce que Metz a su la faire déjouer. Parce que, comme l'a dit Thomas, c'est défensivement que Metz a pris le dessus dès le départ. Grâce à la défense et grâce à une Atadou Sako qui s'est mis vraiment sur un match référence. On a parfois manqué ces dernières années, notamment la saison dernière. Alors, c'est d'une grande gardienne sur un grand match. Et on a vu dans le Final Four de Ligue des Champions qu'une Ligue des Champions se gagne avec une grande gardienne. Le match qu'a fait Atadou Sako face peut-être au meilleur club du monde, en tout cas le plus redoutable, celui qui fait le plus peur, c'est le match d'une grande gardienne. Elle a su faire gagner l'équipe. Il y a certains arrêts là, en fin de match. Alors que Metz Handball en fin de match a relâché un petit peu. On a tous eu un petit peu peur quand le score commençait à remonter, qu'il y avait des pertes de balles un petit peu bêtes. C'est Atadou Sako qui a tenu l'équipe hors de l'eau et qui a finalement maintenu Győr à distance. Donc, Metz Handball a validé pas mal de choses. Tu as parlé de Chloé Valentini. On est face à une joueuse qui était, c'était pas un point d'interrogation, c'était déjà une joueuse solide l'année dernière, mais elle le disait elle-même. Elle dit je me suis bien intégrée à Metz Handball, mais je peux faire mieux. Ouais, elle n'était pas forcément satisfaite. Et là, on a typiquement le parcours d'une joueuse qui arrive en étant une très bonne joueuse du championnat de France international et qui, en une année de transition, devient une référence. Parce que là, on a vu le match d'une joueuse ailière référence qui sait faire gagner un match, pas elle toute seule évidemment, mais qui sait vraiment porter le ballon. Et c'est rare pour une ailière. Il y a peu d'ailières de très haut niveau. Il y avait Manon Ouet qui le faisait à Metz Handball, mais c'est très rare qu'une ailière émerge à ce point. Elle a su le faire. Donc voilà. Maintenant, pour la peine, je bois dans sa tasse d'ailleurs. Maintenant, vous me connaissez, je vais atténuer un petit peu après les choses, si on a le temps de mettre quelques bémols, parce que... On va y venir, mon cher Rémi. Metz Handball n'a encore rien gagné cette année. Voilà. On est encore très tôt dans la saison. Oui, mais je vous vois venir. Julie, en tout cas, à quel moment l'équipe a pris conscience que c'était jouable? Est-ce que dès l'échauffement, vous avez senti qu'il se passait quelque chose? Alors c'est vrai que les pisses vinaigres pourront encore dire qu'il n'y avait pas Stine Oftedal, qui est vraiment la métronome de cette équipe. Il faut le dire, il faut le rappeler. Mais est-ce que vous avez senti vraiment que dès l'échauffement, peut-être dès la préparation, Metz Handball était vraiment dans le coup, avait parfaitement préparé son coup?
Pour être vraiment honnête, le moment où je me suis dit on va gagner, c'était vraiment à la 29e quand il y avait plus 4 et qu'on était devant encore et qu'on avait la balle, parce que je pense que même s'il y a des bonnes sensations, le niveau de Győr et ce qu'elles peuvent proposer, je pense qu'elles auraient pu remonter très vite à la fin aussi contre n'importe quelle équipe, que ce soit 3 buts, 4 buts à 3-4 minutes de la fin. Donc je pense que ce que j'ai senti dans l'équipe, c'était beaucoup de méfiance jusqu'au bout aussi, et je pense que c'est ce qui nous a permis de pouvoir nous imposer aussi. Mais vraiment, c'est à la toute fin, moi, que j'ai commencé à y croire fort, parce que c'était un petit peu irréel aussi. Thomas, on l'a dit, hein, c'est un exploit, c'est une grosse performance. Il faut espérer que ce ne soit pas un exploit sans lendemain. Est-ce que tu estimes que voilà, ça lance véritablement la saison, que les nouvelles joueuses comme Christina Jorgensen, qui a véritablement fait son meilleur match en Ligue des Champions, ça va lancer l'équipe? Ou alors, à contrario, un petit peu, je lis entre les lignes de Rémi, ça peut engendrer un surplus de pression, que Metz Handball va devenir un petit peu l'épouvantail qui a fait tomber Győr, et que forcément ça engendre peut-être un peu plus de pression. Si on raisonne pragmatiquement, c'est pour ça que je te la pose, parce que tu es très pragmatique. Tout à fait. C'est le médaillé de bronze de la dernière Ligue des Champions qui l'emporte dans la salle du médaillé d'argent. Cette victoire a une résonance parce que c'est Győr, parce que c'est la référence européenne. Mais quand on est médaillé de bronze, on doit pouvoir être aussi capable de ce genre de performance. Forcément ponctuel, hein. On ne va pas gagner tous les ans dans la salle de Győr. Donc pour moi, ça ne change pas forcément le statut du Metz Handball dans cette Ligue des Champions. L'objectif, c'est de finir aux 2 premières places. C'est encore loin d'être fait, mais ça offre au Metz Handball un petit peu plus de marge de manœuvre. C'est un marqueur temporel, ça permet de voir effectivement le chemin parcouru. Mais pour moi, fondamentalement, ça ne change rien. Là, après la trêve internationale, Metz reprend par la Ligue des Champions, il y a un déplacement à Budućnost. Si Metz avait perdu à Győr, l'objectif à Podgorica aurait été le même, c'était de rapporter la victoire. Je pense fondamentalement, sur l'instant T et à plus ou moins long terme, ça ne change pas forcément grand-chose, donc ça n'ajoute pas forcément beaucoup plus de pression. Justement, Julie, sans connaître forcément les secrets du vestiaire, mais à la fin du match, vous vous êtes dit quoi, justement, que c'était une victoire bonus, comme ça a été dit sur ce plateau? À la fois que c'est une victoire bonus, enfin pas forcément, parce que on veut prendre tous les points qui peuvent être pris, donc je pense qu'on s'était pas fixé de limite au départ, mais on a d'abord profité, je pense, bien du moment, et puis on s'est aussi dit que maintenant qu'on avait fait ça, il fallait qu'on se base sur ce qu'on avait été capable de faire pour pouvoir après gagner par la suite le plus de matchs possible. Et puis je pense que le fait de se rendre compte que c'était possible et qu'on en avait les capacités, ça nous a aussi donné de la confiance, et maintenant on a envie encore de gagner tous les matchs si c'est possible par la suite. Justement, on va regarder tout de suite le classement de cette poule B de la Ligue des Champions pour s'apercevoir que pour le moment tout va bien pour Metz Handball, qui est donc en tête avec le Rapid Bucarest d'Orlan Canor avec 5 unités. Derrière, on retrouve Győr, Esbjerg et Podgorica, donc les 5 favoris grosso modo de cette poule. Mon cher Mathieu, je ne sais pas si tu as été plus loin, si tu as regardé un petit peu le calendrier. Alors Thomas en a un petit peu parlé. Les 2 prochains rendez-vous de Metz Handball, c'est Podgorica et Esbjerg en déplacement. Donc c'est vrai que ça ne va pas être simple, mais ce qui veut dire aussi que sur les matchs retour, Metz Handball va jouer à domicile contre le Rapid Bucarest, Győr, Esbjerg et donc Podgorica. Donc c'est vrai que ça peut vraiment très bien se passer pour Metz Handball. Oui, on l'avait vu un petit peu en début de saison, c'est l'anomalie de ce calendrier de Metz Handball, c'est d'avoir énormément de matchs à l'extérieur. Là, on l'a dit, elles ont fait un enchaînement assez incroyable de matchs sur la route. Et bien, ça veut dire tout simplement qu'il y aura des réceptions aux arènes, des belles fêtes aux arènes aussi à prévoir. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut se baser. On sait que le public va être motivé par les victoires de ce début de saison, se dire que elles ont gagné à Győr, et on a envie qu'elles refassent la même chose quand Győr va venir, et qu'il va falloir mettre la pression à cette équipe-là. On sait qu'elles étaient passées pas très très loin non plus l'année dernière avant de s'effondrer. Et bien, pourquoi pas réaliser le doublé sur une même saison. Non, ça va être intéressant de voir la réception de ces équipes-là. Après, match à domicile, match à l'extérieur, quand on est Metz Handball, la volonté est toujours d'aller chercher des victoires, d'aller chercher des points. Donc, ça reste pour moi, la variable, elle est plus faible peut-être que sur certaines autres équipes qui ont vraiment besoin de leur public. Metz Handball, c'est aussi très bien se débrouiller sans. Très bien Mathieu, en tout cas on va changer totalement de sujet. On va passer tout de suite au débat. C'est l'heure de la deuxième mi-temps.
et un débat qui concerne Metz Handball et en même temps l'équipe de France qui joue ce week-end en Lorraine, tout d'abord ce vendredi contre l'Allemagne et dimanche à Nancy contre l'Allemagne, double confrontation. Et durant ce rassemblement de l'équipe de France, une joueuse manque à l'appel, en tout cas pour nous peut-être, c'est Sarah Bouktit qui n'a pas été convoquée par Olivier Krumbolz, qui a privilégié, là c'est sans surprise, Béatrice Edwige et Faupas de Brest. Mais la troisième joueuse convoquée, c'est la joueuse de Nantes, Ondono. Et c'est vrai qu'entre Ondono et Sarah Bouktit qu'on voit à l'écran, on peut se dire que Sarah Bouktit mériterait d'être appelée chez les Bleus, d'autant plus que Sarah fait un début de saison tonitruant en jouant quasiment 60 minutes. Alors Olivier Krumbolz s'est exprimé ce jeudi en conférence de presse. Alors je vais le citer, Sarah Bouktit doit travailler sur sa condition physique. Le contexte international, ça va très vite. On joue tous les 2 jours. Sur les JO de Paris, on aura un groupe réduit de 14. On ne peut pas se permettre d'avoir une joueuse qui flanche au bout de quelques matchs. Thomas, tu étais présent durant cette conférence de presse, c'est pour ça que je me tourne tout de suite vers toi. Il est un petit peu cinglant, en tout cas Olivier Krumbolz, pour une joueuse finalement qui effectivement prouve beaucoup de choses en ce début de saison. Olivier Krumbolz, il formalise avec ses mots et avec sa manière de le dire, sa pensée. Elle fait un début de saison, Sarah Bouktit, propre, même plus que ça, il n'y a rien à dire là-dessus, elle a le niveau pour être sélectionnable, mais elle l'enchaîne tous les 2 jours, tous les 3 jours, en ce moment avec le Metz Handball, c'est pas le cas notamment d'Onondo, elle n'a pas vraiment eu de coupure, contrairement à l'équipe de France féminine durant l'été, puisque elle a participé à l'Euro U20, elle est sortie d'une saison qui a traîné jusqu'au bout. Tu penses que c'est plus pour la reposer ? Je pense que c'est pour la reposer, mais c'est aussi ce qu'a dit Olivier Krumbolz. Voilà, il a formalisé aussi la réalité d'aujourd'hui de Sarah Bouktit. Elle a franchi toutes les étapes, en étant d'abord en backup d'Astrid Nguyen. Maintenant, il faut qu'elle s'impose comme pivot numéro 1 du Metz Handball. Sur ce qu'elle montre depuis son début de saison, elle répond aux attentes. Mais rien n'est encore joué. La saison est encore très très longue et effectivement, il faut que ce début de saison, elle puisse l'étirer. Je dirais, il faut qu'elle puisse poursuivre son début de saison. En tout cas, si on raisonne individuellement, il faut qu'elle puisse rester à ce niveau-là toute la saison. Et que vaut-elle en tant que pivot numéro 1 du Metz Handball et donc potentiellement de l'équipe de France, parce que quand vous êtes pivot titulaire à Metz, vous êtes pivot potentiel en équipe de France. Que va-t-elle faire sur toute la saison ? C'est encore l'interrogation qu'elle doit lever. Julie, je sais que tu t'entends très bien avec Sarah, vous avez été au centre de formation ensemble. Elle te bluffe, je suppose, puisque comme toi, elle a une trajectoire un petit peu similaire, passée par Fleury, et elle a très vite pris vraiment les exigences du haut niveau. Est-ce qu'elle mérite pour toi d'être appelée en équipe de France ? Et je vais même plus loin, messieurs, j'ai envie que Julie se mouille un tout petit peu. Est-ce qu'elle doit aller à l'Euro dans un petit peu plus d'un mois ? C'est vrai que du coup moi j'ai côtoyé Sarah pas mal par le passé et puis là je suis partie 1 an et puis je la retrouve avec une évolution super intéressante parce que je pense que le défi qui lui a été donné en début d'année est un défi conséquent parce qu'elle doit prendre la place de pivot numéro 1 à son jeune âge et puis c'est aussi un rôle important dans la défense et un leader sur le terrain et je pense qu'elle a réussi à relever le défi, en tout cas c'est donc bluffé, je pense que je peux le dire, ouais. Elle a pris une place importante dans l'équipe et je suis vraiment contente pour elle sur ce point-là. Après, moi c'est vrai que j'ai moins l'œil sur les filles autour, si ça tenait qu'à moi, parce qu'il y a l'affection aussi qui rentre en jeu, je dirais que Sarah a sa place. Après, là où les propos me font pas peur, c'est que je sais qu'ils vont avoir le bon effet sur elle, peut-être qu'ils peut être tenus, donc je sais que ça va l'encourager à travailler encore plus, parce que Sarah c'est une bosseuse et puis elle va jamais lâcher. Donc j'espère qu'on pourra l'avoir le plus vite possible, ouais, au plus haut niveau en équipe de France ou à Metz. Rémi, le côté athlétique dont parle Olivier Krumbolz, oui et non, parce que le jeu, la caractéristique de celle que j'appelle la boule de feu, c'est justement de miser sur sa puissance. C'est là où elle fait mal aux adversaires. Elle ne semble pas en tout cas handicapée par son physique parce qu'elle est peut-être... moi je me mouille, peut-être la meilleure pivot de ses premiers matchs de Ligue des Champions en Europe. J'aime quand tu te mouilles. Oui, mais ce qui est dramatique avec Sarah Bouktit, c'est qu'elle joue trop bien et elle joue trop.
Parce qu'à un moment donné, cette problématique-là, il faut qu'on en parle à Metz Handball. C'est que tu ne pourras pas jouer avec une pivot 60 minutes par match toute la saison. Aucun club ne fait À ça. un moment donné, soit ça va casser, soit il y aura une méforme, soit il va se passer quelque chose de dramatique. Voilà. Bon, on sait tous pourquoi, c'est que le club n'a pas réussi à trouver le pivot exigé pour jouer le numéro 2 d'un club qui joue la Ligue des Champions. On espère tous que Noémie Barthélemy va s'affirmer, qu'elle pourra glaner quelques minutes, mais actuellement, Emmanuel Mayonade considère que pour les matchs de très haut niveau, il a besoin d'une Sarah Bouktit 100% des minutes sur le terrain. Donc, moi, je considère que, effectivement, si tu regardes le paysage du handball français actuellement, il est aberrant de ne pas trouver Sarah Bouktit dans les pivots de l'équipe de France. Forcément, Béatrice Edwige est une légende de cette équipe de France, donc tu ne peux pas l'enlever, et moi je ne l'enlèverai pas non plus. Pauletta Fopa fait partie de cette équipe de France championne olympique, de cette nouvelle génération. C'est devenu une joueuse leader, même si elle a peut-être été en meilleure forme qu'actuellement, tu ne peux pas l'enlever. Par contre, je ne comprends pas que tu puisses mettre une autre joueuse, que ce soit Andono ou Ouattara, à la place de Sarah Bouktit aujourd'hui en équipe de France. Alors, il y a la justification d'Olivier Krumbolz qui se tient, pourquoi pas, mais moi je trouve qu'il ne reste pas beaucoup de tests avant l'Euro. Je trouve que cette joueuse mérite, en tout cas parce qu'elle montre, de jouer cet Euro. Voilà, et c'est surtout une joueuse qui, on l'a toujours vu depuis qu'elle est arrivée à Metz, on se dit elle arrive trop tôt, cette joueuse. Elle arrive trop tôt pour être la doublure d'Astrid Nguyen. Finalement, c'était peut-être elle la meilleure pivot l'année dernière. Elle arrive trop tôt pour être la pivot numéro 1 de Metz Handball cette année. Finalement, c'est quasiment elle qui tire l'équipe vers le haut à chaque équipe. Donc non, elle n'arrive pas trop haut pour faire partie du staff d'Olivier Krumbolz. C'est en tout cas mon avis. Alors, à la fois, je suis très enthousiasmé, mais j'ai très peur parce que cette faiblesse au poste, comme je vous l'ai dit, me fait très peur pour l'avenir. Mathieu, très rapidement sur ce débat, ce dossier Sarah Bouktit. Moi, j'ai grincé des dents. Alors, est-ce que les propos d'Olivier Krumbolz ont heurté mon chauvinisme? Peut-être. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui s'est mis en place. Mais je suis allé un petit peu regarder tout ça. L'argument qui me gêne, c'est l'argument du match tous les 2 jours. Entre Ondono, Ouattara et Bouktit, qui est-ce qui joue tous les 2 ou 3 jours? C'est Bouktit qui joue tous les 2 ou 3 jours contre le plus haut niveau mondial. Aujourd'hui, Sarah Bouktit, elle a inscrit 5 buts par match en Ligue des Champions, avec très peu de déchets finalement. Là où on aurait pu avoir des craintes, c'était en préparation face à Bietigheim. En fin de deuxième mi-temps, elle était un petit peu cramée, elle a manqué des gestes un petit peu évidents, elle a mis des choses à côté, mais depuis le début de la saison, elle est incroyable, elle est intouchable. La préparation a certainement touché son terme, en tout cas physiquement, elle est au niveau. Donc j'ai un petit peu de mal à avaler cet argument-là, et j'espère que Sarah Bouktit va continuer sur cette lancée-là pour pouvoir atteindre l'équipe de France et qu'elle va pouvoir prouver qu'elle a sa place, bien sûr. On a une pensée, en tout cas, en équipe de France, pour celle qui manque vraiment. C'est Méline Nokandi, qui s'est blessée la semaine dernière et qui, malheureusement, manquera à l'appel pendant de nombreux mois. On pense évidemment à Méline. En tout cas, on passe pour la dernière partie de cette émission. C'est la conférence de presse. Alors Julie, c'est vrai, on en a parlé de ton passage à Fleury. Et justement, dans quel domaine tu as le plus progressé là-bas? Est-ce que c'est sportivement ou humainement, puisque tu as eu une saison où véritablement tu as pu avoir du temps de jeu? Je pense que là où j'ai pu prendre le plus d'expérience, c'est sur le terrain aussi, en étant confronté aux équipes de la Ligue, plus à plein temps, on va dire, et se rendre compte que tel ou tel acquis que je pensais avoir, et à ce niveau-là, c'est peut-être pas assez, il faut changer, améliorer, et je pense que c'est vraiment se situer sur le terrain qui m'a fait le plus évoluer. En tout cas, en 2 ans, tu as énormément progressé aussi, puisqu'il y a 2 ans, tu étais un petit peu plus timide sur ce plateau. Là, tu es juste incroyable. Thomas, une question pour Julie. Comment est-ce que tu vois ton rôle? Est-ce que des matchs comme ceux de Celles-sur-Belle que tu as pu disputer, Saint-Amand-les-Eaux, tu te dis que c'est vraiment ces matchs-là où tu dois apporter, ils prennent peut-être cette année une ampleur plus importante du fait de la réforme du championnat? Mon rôle, alors c'est vrai que du coup, à Metz, comparé peut-être l'année dernière quand j'étais à Fleury, c'est différent, le rythme est différent. Et il y a des matchs tous les 3 jours. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à avoir vraiment un petit peu les postes doublés comme des binômes. Alors pendant l'année, je pense qu'il y a des périodes où telle ou telle joueuse peut être plus ou moins bien. Moi, je pense que là, j'arrive, j'ai la chance d'être avec Déby qui a énormément d'expérience, qui fait un très bon début de saison, pour moi en tout cas. Et je pense que mon rôle, c'est à la fois d'apprendre à ses côtés, d'essayer d'avoir le plus en plus de temps de jeu sur le terrain et d'évoluer au fur et à mesure de l'année pour pouvoir partager peut-être le poste dans l'avenir. C'est mon idée. Ouais.
Rémi? Moi, je voulais revenir sur ton prêt à Fleury. Alors, tu n'es pas la première joueuse. On a parlé de Sarah Boutit qui va s'aguerrir un petit peu dans une équipe moindre du championnat de France. Quand tu pars là-bas, est-ce que c'est un projet vraiment 100% individuel, c'est-à-dire que tu sais que tu vas progresser là-bas, tu vas acquérir du temps de jeu que tu n'aurais pas forcément à Metz Handball, ou est-ce qu'il y a vraiment un projet collectif avec l'équipe de Fleury? Comment ça se passe un petit peu quand une joueuse de Metz Handball, étiquetée Metz Handball, qui a fait le centre de formation de Metz Handball, est prêtée? Alors, moi, j'ai eu la chance de savoir quand même bien en amont que j'allais partir en prêt, parce qu'à l'époque, il y avait Melvin et Déby sur le poste, donc c'était acté. Donc, Melvin Debat. oui, on avait vu ça tous ensemble avec le staff du centre et le staff des pros. Et après, c'était vraiment un accompagnement de la part de Clément Alcacer au début, et puis Manu aussi, tous ensemble, une petite coopération pour trouver un club qui conviendrait dans le projet, aussi les objectifs. Et après, on se renseigne sur les clubs qui seraient d'accord pour accueillir le prêt une année. Et après j'ai discuté parce qu'il y avait parfois quelques pistes. J'ai discuté et puis c'est vrai que Fleury, pour moi, c'était aussi un club historique. Le projet à la base pour l'année me plaisait, donc c'était pour ça que j'avais choisi. Et après, oui, il y a quand même des échanges avec les clubs. On balance pas la joueuse comme ça au hasard non plus. La dernière question, Mathieu. Oui, tu as cité son nom, Clément Alcacer. J'imagine que tu as un regard un petit peu particulier pour l'équipe de Nice, où il est désormais coach principal. Il y a aussi ta sœur, Margot, qui y joue. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe et des perspectives qui les animent cette saison? Je pense qu'elles ont des beaux objectifs. Après, il y a toujours des malchances pour les équipes, mais elles ont commencé la saison sans la joueuse élue meilleure joueuse de l'année dernière, donc ça leur a fait mal sans Eshan. Et puis je sais qu'elles ont eu aussi quelques petites blessures pendant la prépa, donc ça a retardé un peu les choses. Mais je sais que si je me rappelle bien, Nice l'année dernière, elles avaient aussi mis du temps un petit peu à se lancer. Et après, elles avaient fait des gros matchs qui leur avaient permis de plus qu'exister dans le championnat. Je pense qu'il va leur falloir ce petit temps-là. En plus, Clément arrive, donc il faut s'adapter. Et puis j'espère qu'elles vont vite aller chercher leur premier point, parce que du coup, j'ai une petite part d'affection aussi dans l'équipe maintenant. Juste, Julie, pour terminer, le penalty qu'on va revoir au Rapid Bucarest, c'était il y a 2 semaines. C'était un penalty quand même avec enjeu, puisque c'était le penalty pour égaliser. Tu y vas confiante? Tu sais tout de suite où tu veux tirer? Confiante. En fait, à partir... Pas forcément. Non, c'est vrai que l'atmosphère dans la salle était vraiment spéciale avec tout le bruit. Et je pense que du coup, sur le moment, je n'ai pas trop réalisé. Et c'était un petit peu mécanique après. Et j'étais soulagée après, mais je me rappelle plus exactement. C'est passé vite et j'étais là et pas là à la fois, et je suis juste contente qu'il soit rentré. Oui, et en tout cas, ce point, il vaut cher. Il permet en tout cas à Metz Handball d'être en tête de la poule. Tu as parlé de Nice. C'est le prochain adversaire de Metz Handball. C'est ce mercredi 12 octobre en championnat de France. Et ça sera évidemment sur Moselle TV à partir de 19h55. Merci beaucoup, Julie. Puis on te souhaite évidemment de revenir le plus rapidement possible. Merci à vous trois d'avoir été encore une fois présents sur ce plateau. On se retrouve donc mercredi puis vendredi pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.